Alors, ma première rencontre avec la pensée de Girard s'est passée parce que j'étais à l'époque en train de travailler sur la violence, en 71, en préparant une thèse de troisième cycle à la Sorbonne, et je cherchais un livre sur la violence qui me fasse du sens. Et je n'en trouvais pas. Et puis finalement, j'ai rencontré, à la suite de péripéties qui ne méritent pas d'être racontées, bref, j'ai rencontré La violence et le sacré, qui m'a été apporté par un libraire ami de mon père et de moi. Et j'ai lu La violence et le sacré avec, comme une révélation véritable. Et notamment, comme je cherchais à l'époque des réponses en tant que psychiatre, en tant que psychologue, sur un certain nombre de problèmes, et évidemment au centre de tous les problèmes de la psychiatrie à l'époque, c'était le complexe d'Édipe. Et évidemment, le chapitre sur Édipe dans La violence et le sacré m'a particulièrement interpellé et éclairé. Et je l'ai lu une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, chaque fois en prenant des notes. Et après, j'ai pris l'avion pour aller à New York pour essayer de rencontrer René Girard, que je n'ai pas réussi à rencontrer parce qu'il y avait 3 mètres de neige à Buffalo où il enseignait. Mais je l'ai eu au téléphone et il m'a promis de venir à la soutenance de ma thèse en avril et qu'on se rencontrerait. Et c'est là que justement il m'a téléphoné en arrivant à Paris et il était dans un petit hôtel de la rue Jacob, à Paris, près de Saint-Germain-des-Prés. Et je me suis présenté à l'hôtel et j'ai demandé au concierge, voilà, je viens voir le professeur René Girard. Il m'a dit, mais il vient de sortir là, il doit être en train de se promener sur le trottoir parce qu'il vous attendait. Alors je sors, je regarde sur le trottoir et moi je m'attendais à voir un petit vieillard extrêmement universitaire. Et je vois un athlète avec beaucoup de cheveux noirs et qui se promenait sur le trottoir. Je rentre et je dis au concierge, non, j'ai pas vu le professeur Girard. Mais non, il n'est pas là. Il me dit, mais enfin, c'est pas possible, il vient de sortir. Il vient avec moi, il me dit, ben le voilà. Ah, ben, je dis, mais ça, alors là. Et, euh, et donc on a tout de suite sympathisé et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. C'était en 72 donc. Et depuis ce temps-là, on n'a jamais arrêté de travailler ensemble et notamment, d'abord il est venu à ma thèse, ensuite il a lui-même travaillé avec moi par un échange fréquent de voyages. C'est-à-dire que j'allais aux États-Unis travailler avec lui, enregistrer ce qu'il me disait, et lui venait à Paris, on faisait la même chose, et ça a donné à la fin, en 78-79, la publication de Des choses cachées depuis la Fondation du Monde, que nous avons donc réalisé. Et puis ensuite, j'ai moi-même fait ma thèse d'État, S lettres et sciences humaines, qui a été publiée ensuite sous le titre Un mime nommé Désir. Et là, René Girard est revenu de nouveau pour être présent dans le jury de ma thèse. Parce que cette thèse était complètement construite autour de ses idées, et donc il était normal qu'il y soit. Alors moi, ma rencontre avec René, le travail que j'ai fait avec René ont absolument modifié, bouleversé et orienté ma vie. Je dis toujours que j'avais essayé différents types de lunettes pour voir la réalité psychologique et la maladie mentale ou la santé mentale. J'avais été déçu par les lunettes de la psychiatrie classique. J'avais été encore plus déçu par les lunettes de la psychanalyse. Et lorsque René Girard m'a proposé les lunettes mimétiques, ça m'a tellement éclairé, ça m'a tellement montré de choses, je n'ai plus vu le monde de la même manière. Et donc je lui dois absolument tout ce que j'ai fait depuis, y compris mon dernier ouvrage. Le troisième cerveau, si vous voulez, c'est le cerveau qui est le premier mouvement d'entrée en relation avec l'autre. En d'autres termes, ce troisième cerveau est constitué par la relation qui s'institue entre vous et moi lorsque nous nous abordons pour la première fois. Et c'est le cerveau de la réciprocité, en quelque sorte, c'est le cerveau de la relation, c'est le cerveau que j'appelle, moi, du rapport interdivisuel. Et comme vous savez, dans des choses cachées depuis la fondation du monde, nous avons forgé avec René le terme de psychologie interdividuelle en enlevant individu. Interdividuel, de manière à montrer qu'il n'y a pas des individus, il n'y a que de l'interdividualité, et que c'est cette interdividualité qui, par son mouvement, creuse en chacun de ses pôles ce qu'on pourrait appeler un moi. Donc le moi est produit par cette interdividualité. Et donc, si vous voulez, voilà,
Ce troisième cerveau, c'est cette interindividualité en acte qui est ensuite enrichi, habillé par le premier cerveau qui est le cerveau de la cognition, qui est le cerveau qui contient à la fois les idées, les images, les souvenirs, le langage, etc. Et donc ce cerveau fournit à cette relation, à ce rapport interindividuel, des justifications ethniques, juridiques, politiques, théologiques, sociales, tout ce que vous voudrez, économiques. Et ensuite, le deuxième cerveau, qui est le cerveau émotionnel, ou qu'on appelle aussi en termes anatomiques le cerveau limbique, ce deuxième cerveau fournit, lui, un habillage de sentiments, de sensations, d'émotions et d'humeur. Si nous avons un très bon rapport interindividuel, sympathique comme celui que nous avons, notre deuxième cerveau va nous fournir des sentiments de sympathie, une bonne humeur, nous aurons le sourire, nous serons tout à fait détendus. Si au contraire nous étions dans un rapport conflictuel, en train de parler de choses qui nous fâcheraient, eh bien à ce moment-là, ce deuxième cerveau nous fournirait des sentiments noirs, une humeur noire, des sentiments non pas d'amour ou d'affection ou de sympathie ou d'amitié, mais plutôt d'antipathie, de haine à la limite. Et le premier cerveau nous fournirait un habillage idéologique pour expliquer les raisons profondes pour lesquelles nous sommes en désaccord. Alors moi, si vous voulez, ce que j'essaye de faire, c'est d'établir un continuum d'un mécanisme qui est un mécanisme mimétique interindividuel et qui évolue du modèle pris comme modèle au modèle pris comme rival et au modèle pris comme obstacle. Et chaque fois, avec des stratégies névrotiques ou psychotiques mises en œuvre pour faire aboutir cette revendication, pour faire aboutir le triomphe de la rivalité ou pour surmonter l'obstacle. Donc si vous voulez, c'est une espèce de processus qui continue, et donc il n'y a pas dans ma perspective de cases très individualisées dans lesquelles un individu serait placé d'emblée à l'âge de 16 ans, vous portez un diagnostic de schizophrénie, et puis ça y est, jusqu'à sa mort, il est schizophrène, patenté avec une pancarte. Non, moi je pense que c'est un processus évolutif, et ce qui est intéressant dans les processus évolutifs, des processus simples mais de complexification progressive, c'est qu'on peut en quelque sorte les détricoter. On peut revenir en arrière, on peut procéder à des réaménagements, on peut passer d'une méconnaissance totale à une reconnaissance partielle, et donc on peut s'avancer progressivement, et je dirais initiatiquement, c'est-à-dire en se transformant, l'initiation étant une transformation, une métamorphose de soi, toujours bien sûr éclairé par quelqu'un qui est plus initié que vous, en quelque sorte, plus avancé que vous sur la voie de la sagesse. Je pense qu'on peut diriger et éventuellement montrer aux gens progressivement comment sortir de la méconnaissance rivale, absolue ou obstacle, pour aller vers une reconnaissance moins traumatisante, moins douloureuse, et finalement une acceptation de l'altérité qui nous constitue, que nous le voulions ou pas.